Aujourd'hui, nous avons le plaisir de inviter Michelle et Ambelica. Michelle Bis est la directrice exécutive du Réseau national du droit au logement en tant qu'experte en droit économique et sociaux. Elle a fait des présentations lors de plusieurs examens d'organes de traités des Nations unies et devant des comités parlementaires canadiens. Avant de travailler pour le Réseau national de droit au logement, Michelle était la directrice des politiques et avocate spécialisée dans les droits de la personne à Canada Without Poverty. En 2016, elle a été diplômée du cours avancé sur les droits économiques sociaux et culturels de l'Université Abo Academy en Finlande. Elle possède une vaste expérience professionnelle dans la défense des groupes marginalisés, en particulier les femmes, les personnes en situation de handicap, les nouveaux arrivants et les personnes autochtones qu'elle a acquises dans le cadre de dossiers, de travaux de recherche et de formation juridique communautaire. Dans sa ville d'Ottawa, elle siège au conseil d'administration des services juridiques communautaires d'Ottawa. Elle est avocate spécialisée dans les droits de la personne et a été admise au barreau de l'Ontario en 2014. Et Ambelica Roy est la coordinatrice de l'éducation juridique au sein du Réseau national du droit au logement, le RNDL. Elle est avocate en droit de la personne. Elle travaille dans les cliniques nationales d'aide juridique en Inde, où elle a travaillé en offrant un soutien juridique à divers groupes en quête de l'équité. Elle a travaillé sur plusieurs jugements marquants, notamment la reconnaissance du droit à la confidentialité des personnes vivant avec le VIH et droit à identité des personnes transgenres en Inde. Ambalika a beaucoup travaillé avec des communautés marginalisées, en particulier les femmes, les personnes vivant avec le VIH et les personnes LGBTQI et a dirigé de nombreuses initiatives publiques d'éducation juridique. Avant de se joindre au RNDL, elle a été conseillère principale en engagement communautaire au Centre canadien pour le droit au logement, le CCHR. Merci beaucoup d'être ici et maintenant. Michel, je vous cède la parole. Oh, merci beaucoup pour cette présentation et je voudrais remercier Ocassi pour cette invitation aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais faire ma propre reconnaissance territoriale. Nous sommes tous sur les différents droits de l'île de la Tortue. Moi, je me trouve sur les territoires traditionnels de la nation Anishinaabe, dans une zone qui est protégée par le traité Robinson de 1850. C'est connu par Lévis en Ontario. Peut-être vous pouvez voir les différents arbres sur la photo. Il faut réfléchir sur notre rôle au sein de droit à la réconciliation. Et puis, les personnes autochtones sont affrontées par le droit par les différents enjeux de logement. Alors maintenant, nous allons commencer. Tout d'abord, bonjour, bienvenue. Comme c'était mentionné, je m'appelle Michelle Bess, je suis la directrice nationale du Réseau national du droit au logement. Je suis accompagnée par Ambalika. Nous allons parler au droit au logement. Qu'est-ce que ça veut dire concernant l'accessibilité et aussi concernant les nouveaux arrivants? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, je voudrais parler un peu sur le Réseau national du droit au logement.
Nous sommes assez nouveaux comme organisation. Nous avons lancé nos efforts en 2020. Nous avons des différents objectifs du réseau national du droit au logement. Tout d'abord, conseiller renforcer l'infrastructure canadienne pour la mise en œuvre et le développement de l'engagement du Canada envers le logement. Nous avons un droit qui s'appelle la loi sur la stratégie nationale sur le logement. Nous avons travaillé beaucoup là-dessus. À peu près 6 mois après l'adoption de ce droit, on voulait vraiment sensibiliser les Canadiens et Canadiennes. L'autre rôle, c'est de travailler de près avec le gouvernement fédéral pour qu'il prenne cette législation au sérieux. Le droit au logement, c'est quelque chose dont le gouvernement au Canada a été réticent dans un certain sens, mais ce droit au logement est un droit tellement important. Actuellement, nous avons plus de 2000 personnes et organisations partenaires engagées dans la mise en œuvre significative du droit au logement au Canada. Ils sont les membres de notre réseau. Alors, de quoi nous allons parler cet après-midi? Nous avons plusieurs personnes ici, donc nous voudrions profiter de votre temps en vous expliquant tout d'abord qu'est-ce que le droit au logement et d'où vient-il? Deuxièmement, nous allons parler du droit au logement, c'est-à-dire l'engagement du Canada dans la stratégie nationale sur le logement. Troisièmement, les principales caractéristiques de la SNL et reconnaissance du logement comme droit fondamental de la personne. Ambelika va nous parler des problèmes systémiques liés au logement et après, on va parler de l'engagement communautaire. Comment revendiquer le droit au logement? Donc, si vous sortez avec une réflexion cet après-midi, c'est cette idée. Le droit au logement n'est pas seulement un slogan. C'est pas juste quelque chose que nous allons mettre sur les affiches. C'est pas juste quelque chose qu'on dit. Mais tout comme les droits humains en général, il offre des normes concrètes qui peuvent être mises en œuvre et évaluées pour mesurer les progrès accomplis. Donc, le Canada a affirmé les différentes conventions et pactes, et puis nous avons des recommandations spécifiques des Nations unies qui nous disent comment nous pouvons mieux faire pour reconnaître le droit au logement. Alors, quand Ambalika et moi parle du droit au logement, c'est pas juste quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut dire. On parle de ceci dans le sens juridique concernant les différentes normes. Alors, d'où vient le droit au logement? C'est important de savoir que le Canada est signataire aux différentes ententes. Tout d'abord, je voudrais souligner ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Il faut garder en esprit les droits de la personne existent à cause des réflexions des leaders qui ont décidé qu'il y a une meilleure manière de se respecter en tant qu'être humain. Alors, avec ceci, on a vu le développement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette déclaration, les droits civiques et politiques étaient mis au même niveau des droits économiques, les droits sociaux et culturels. Par exemple, le droit de vote, la liberté de l'expression, la liberté de rassemblement, ce genre de droits dont les personnes au Canada comprennent comme intrinsiques. Les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits au logement adéquat, le droit à la santé, aux services santé et et à la nourriture. Mais au Canada, nous sommes trop concentrés sur les droits civiques et politiques.
Tandis que les droits économiques, sociaux et culturels sont comme aspirationnels, c'est juste comme une idée, mais en fait, c'est important de savoir, si nous regardons au fil de l'histoire et nous regardons la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits économiques, sociaux et culturels ont le même niveau d'importance. Et vous savez de ça parce que en 1977, le gouvernement du Canada a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, où il y a l'article 11 qui indique spécifiquement le droit au logement. Donc, le Canada a ratifié cette entente internationale. Ça existe depuis 1977 et c'est important de se rappeler que parfois, lors des discussions, Ambelika et moi, nous entendons, bon, les droits de la personne, oh, ça c'est quelque chose de passé, c'est quelque chose qui a perdu sa pertinence aujourd'hui, mais en 2010, il y a 15 ans, le Canada a signé un autre pacte international. C'est vraiment pertinent pour cette discussion. Et ça, c'est le pacte international relatif aux droits des personnes handicapées. C'était signé en 2010. Donc, ça, c'est l'idée que le Canada a signé ces ententes internationales. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le droit à un logement adéquat? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un droit absolu. C'est comme chaque droit, il y a des limites quand même. Par exemple, le droit au vote, c'est pas quelque chose d'universel. Il faut être citoyen canadien, il faut avoir 18 ans. Il y a des limites qui se trouvent par rapport à chaque droit. De même sens, le droit au logement a aussi les différentes limites. Par exemple, il y a 7 caractéristiques essentielles concernant le droit au logement. Ce sont les choses comme la sécurité juridique de l'occupation, donc d'être protégé, d'être mis à la rue, la disponibilité des services et des matériaux, l'accessibilité financière, un grand enjeu au Canada, y compris l'habitabilité et surtout au nord, l'accessibilité qui est clé, l'emplacement et l'adéquation culturelle. Ce sont les enjeux tellement importants, surtout au nord du pays. Donc, c'est cet élément au droit au logement, nous donc comme un cadre, mais il y a des autres éléments aussi. Par exemple, nous avons aussi des principes du pacte qu'il faut appliquer. Tout d'abord, c'est la réalisation progressive. Il s'agit de la manière comment les gouvernements vont de l'avant. Pas par pas. Ils créent une stratégie nationale sur le logement. Après, ils créent des critères d'accessibilité, de habitabilité et s'assurent qu'il y a les différents bénéfices pour aider les personnes en situation de handicap. Mais il ne faut jamais faire un rétro, quelque chose qui va en arrière. Il faut toujours aller de l'avant. Aussi, il faut se rendre compte de la maximisation des ressources disponibles. Ça, c'est le principe que les gouvernements doivent dépenser un maximum sur leurs obligations. Et si c'est quelque chose d'urgent, comme mettre fin à l'itinérance, la maximisation des ressources disponibles est essentielle. Et pour le Canada, c'est difficile de dire, oh, ils n'ont pas les ressources adéquates pour mettre à fin une obligation urgente comme l'itinérance. Ça veut dire que les gouvernements doivent créer les objectifs et les échéanciers. Alors, avec les obligations, il faut avoir
l'engagement. Quand est-ce que le gouvernement va mettre fin à l'itinérance? Ils doivent réduire les délais. Alors, le droit au logement adéquat, il ne s'agit pas juste des 7 caractéristiques essentielles, c'est par rapport comment nous pensons protection juridique, l'accès à la justice pour s'assurer, par exemple, que les locataires ont l'accès aux différentes plaintes et comment vous pouvez réclamer votre droit au logement. Il faut aussi regarder les mesures fiscales pour protéger ceux qui ont besoin de logement et ceux et celles qui passent par l'itinérance. Donc, un peu de contexte. Le droit international relatif aux droits de l'homme. Avant, j'ai parlé de comment les Nations unies peuvent surveiller le Canada pour s'assurer que nous allons de l'avant avec le droit au logement. Nous avons des systèmes de surveillance, c'est-à-dire chaque 5 ans, un groupe des Nations unies va reviser, examiner le Canada et ils nous donnent leurs conclusions, leurs constatations pour et il y a aussi les rapporteurs spéciaux, ce sont les experts. Euh, il y a un rapporteur spécial des Nations unies sur le droit au logement. Et ce sont les obligations qui sont importantes et essentielles. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez pas exercer vos droits? Quand vous tournez vers les Nations unies chaque période de 5 ans avec un manque d'avoir accès aux obligations. Je vais vous raconter quelque chose. En 2010, il y avait une affaire euh, au tribunal, on a vu les demandeurs et une institution au NAVA Center for Canadian Housing Rights. Ils ont dit que le gouvernement du Canada a violé la Charte des libertés, surtout sous section 7 de la liberté de la personne concernant l'égalité. Ils ont dit que le gouvernement a échoué d'aborder l'itinérance. On n'avait pas une stratégie nationale à ce moment-là. Il y avait 9000 pages d'épreuves au tribunal. Mais malheureusement, après tout ça, on a vu les avocats du gouvernement et qui a mis en œuvre une motion euh, de grève pour ne pas examiner toutes les différentes preuves. Malheureusement, le juge était d'accord. Il y avait un appel. Alors, ils étaient d'accord et puis ce cas ne pouvait pas procéder à la Cour suprême du Canada. Pourquoi je raconte toute cette histoire? C'est important de voir comment les gouvernements au Canada, de manière systémique, ont bloqué la réalisation des droits des personnes itinérantes. Et c'est vraiment, c'est bien dommage que ceci n'a pas procédé. Et puis, les personnes itinérantes, c'est comme les personnes non itinérantes n'ont pas le droit. Donc, il y a toujours les différents examens. Et en 2016, nous avons eu un nouveau gouvernement fédéral qui a commencé à exprimer leur ouverture aux droits nationaux. Et puis en 2016, ils ont présenté la loi sur la stratégie nationale et en 2019, après beaucoup de défense et après une embauche de la législation qui a été soumise au gouvernement, on a vu la loi sur la stratégie nationale sur le
logement qui a été adoptée en 2019, la première loi sur le logement. Alors, qu'est-ce que ça dit, la loi sur la stratégie nationale? Ça dit que le droit au logement adéquat est un droit humain fondamental. Ils ont dit c'est essentiel à la dignité, au bien-être inhérent à la personne et à la édification des collectivités durables et inclusives. Cette loi cite le pacte sur international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit au logement, c'est pas juste quelque chose qui doit être sur les affiches, mais non, ça doit être partie des normes. Et puis, on créant les manières pour que les gens puissent réclamer leurs droits concernant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Puis, nous sommes allés de l'avant. Alors, quelles sont les choses incluses dans cette législation? Moi, je vais vous donner juste un survol pour voir comment ces mécanismes travaillent. Les détenteurs des droits et les organisations qui représentent ces personnes peuvent faire les réclamations systémiques au défenseur fédéral du logement concernant les plaintes. Et c'est le défenseur qui doit faire, la défenseur qui doit faire un examen. Donc, elle va créer après les recommandations par rapport au pacte international relatif aux droits économiques et elle doit soumettre ceci euh, au ministre du logement et elle peut demander un examen au conseil des droits. Il y a les audiences qui se passent, puis les différentes panels vont entendre des différents détenteurs de droits. Ils vont au ministre du logement et infrastructure et il doit répondre à ceci dans la Chambre des communs et au Sénat. C'est une manière de rendre responsable le gouvernement fédéral. Au-delà de juste écrire les choses sur les affiches, il faut avoir une responsabilité juridique pour forcer le ministre du logement et infrastructure d'appliquer ce droit aux programmes et politiques du Canada. Maintenant, je vais passer le micro à ma collègue Ambelica. Merci, Michel. Bon après-midi, tout le monde. Et bon matin, je m'appelle Ambelica Roy. Vous m'avez déjà présenté. Je travaille au sein du Réseau national de droit au logement. Maintenant, nous allons regarder les mécanismes que Michel vient de mentionner. Tout d'abord, on va parler du Conseil national de logement. Ça, c'est euh, euh, c'est une organisation qui travaille avec les défenseurs, les personnes avec une expérience vécue pour voir comment les politiques fonctionnent dans la pratique au Canada. Le Conseil va aussi euh, donner du conseil au ministre du Logement et d'Infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement va utiliser les ressources maximum et aussi répondre aux besoins des personnes plus impactées. Nous allons regarder euh, le la défenseure fédérale du logement. Qu'est-ce que la défenseure fédérale du logement? Mary-Josée Hall, ça c'est la défenseure.
Elle est la personne pour mettre de l'avant les changements systémiques dans ces enjeux. Maintenant, on va regarder les responsabilités de cette personne. Elle peut faire de la recherche, elle peut recevoir le témoignage sur les enjeux du logement systémique. On va vous expliquer ceci plus tard. Ils peuvent recevoir les témoignages concernant les enjeux. Ils peuvent engager avec les détenteurs des droits, les personnes dont leurs droits étaient violés. Ils peuvent recevoir les soumissions des individus et des groupes concernant les violations en matière du logement. Elle peut recommander où elle peut faire les recommandations au ministre du Logement et Infrastructure et elle peut voir comment va la mise en œuvre de cette loi. Maintenant, on va regarder les comités d'examen. Les comités d'examen sont composés de 3 membres du Conseil national de logement. Donc, ils font les audiences. Un peu plus tard, on va parler des enjeux systémiques. Donc, c'est un mécanisme de responsabilité. Ce panel, il fait les audiences publiques. Il entend les titulaires de droit et les personnes qui sont impactées. Ça veut dire les personnes itinérantes, les défenseurs et les locataires. Et donc, après, ces comités vont soumettre ces conclusions et recommandations au ministre. Et ces recommandations qui peuvent être par le biais du panel ou par le comité d'examen aider pour concevoir les solutions pour faire les recommandations et pour répondre comment améliorer la situation. Maintenant, on va regarder ces comités d'examen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui? Et autre chose que je voudrais mentionner, ça c'est le ministre du Logement et Infrastructure. Il joue un rôle important parce que le ministre peut recevoir les conclusions de la défenseur, du Conseil national et aussi du comité d'examen. Ils doivent répondre aux conclusions et recommandations du comité dans un délai de 120 jours. Prochaine diapo. Et voilà, nous sommes là. Maintenant, on va parler des problèmes systémiques. Nous savons que plusieurs personnes cherchent un logement abordable. Ça coûte chaque fois plus cher. Il n'y a pas du logement abordable. Les locataires avec lesquels vous travaillez, comme par exemple les nouveaux arrivants au Canada, sont les personnes à faible revenu. Ils sont confrontés par ces enjeux. Ils sont poussés de côté dans la communauté de logement. Alors, ce sont les enjeux qui affectent pas juste un individu, mais les communautés généralement parlant. C'est pas causé par les accidents, mais c'est à cause des politiques. Avec les brèches, il y a un manque de protection aux locataires. Le logement est considéré comme une manière de faire de l'argent et tout ceci ensemble s'appelle un problème systémique de logement. Et ça affecte les communautés ou les groupes déjà victimes de discrimination ou d'obstacles. On va regarder quelques exemples. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voilà les expulsions et surtout, en particulier, celles qui conduisent à l'itinérance. Ça existe. Et l'accès à la justice et protection insuffisante des locataires, ça existe. Nous avons aussi le logement inadéquat pour les communautés autochtones nordiques, rurales et isolées.
Et ces logements, il y a une pénurie de logements abordables ici. Ça, c'est un enjeu systémique. Troisièmement, c'est le capacitisme et le logement inaccessible pour les personnes en situation de handicap. Vous êtes familiarisé avec ceci. Il y a un manque des unités de logement à l'échelle du pays. Peu importe la ville, nous savons que ça existe au Canada. On va parler là-dessus un peu plus tard. Prochaine, c'est le manque de logements sociaux, surtout pour les femmes et les personnes avec avec une diversité de genre. Les personnes doivent vivre où ils se trouvent dans les endroits pas adéquats parce qu'il n'y a pas de logement disponible. Donc, il y a les lacunes, il y a un manque de logements sociaux. Nous savons que il faut attendre longtemps. Et aussi, je voudrais parler du financement ou ça s'appelle aussi la financiarisation du logement. On va parler plus tard. Il y a les lacunes importantes en matière de droit au Canada. Et puis, nous avons une stratégie nationale sur le logement des personnes sans domicile et sans abri. Mais ils ne peuvent pas réduire ou faire le travail qu'ils doivent faire. Par exemple, de réduire le manque pour répondre aux problèmes. Euh, Ils ne peuvent pas réduire le financement ciblé destiné aux ménages ayant des besoins impériaux en matière de logement. Prochaine diapo. Maintenant, on va regarder le comité d'examen ou des différents panels dont je vous ai parlé. Le tout premier, comité d'examen. Ce mot qui s'appelle la finance, soit le financement ou la financialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand le logement est construit juste comme actif financier pour aider les investisseurs à faire de l'argent. Et ça contribue aux différents problèmes et ça entraîne les personnes qui sont mises à la rue. Alors, par exemple, nous voyons qu'il y a les personnes itinérantes font face aux différents problèmes. Alors, ce comité d'examen entend les expériences de la société civile, des experts et des représentants des différentes organisations. Alors, il propose des solutions pour aborder les enjeux. Plus de 100 à 90 contributions ont été reçues de tout le pays et puis les recommandations ont inclus l'incentivisation pardon, les recommandations ont inclus le financement destiné au logement non marchand et aussi la conclusion d'accords avec les provinces et les territoires. Si nous n'avons pas la protection des différents locataires, ça sert à rien. Il faut avoir les subventions de logement, aussi quelque chose standardisé à l'échelle du pays. C'est tellement important quand on parle des droits des locataires. Prochaine, ça c'est le deuxième panel d'examen qui continue. Ça s'appelle NEHA, N-E-H-A. Il vient de terminer. Ça regarde les différents défis auxquels les femmes et les personnes transgenres et bispirituelles et de la diversité du genre sont confrontées au Canada. Donc, il y a un réseau, Women National
Housing and Homelessness Network ont apporté ceci au bureau de la défenseur fédérale du logement. Ce comité d'examen est en cours. Et ce panel, euh, il y avait les audiences orales qui viennent de terminer. Il y avait plus de 100 soumissions qui ont été faites. Donc, il y a un manque de logements abordables et ça affecte les femmes marginalisées, aussi les personnes transgenres et bispirituelles. Nous savons que ces individus ont des faibles revenus et ils peuvent juste se permettre une certaine quantité de loyer chaque mois, mais pour nous, ils peuvent juste se permettre 1 000 $ quand la moyenne est à 1 400. Donc, ça, c'est quelque chose auquel c'est quelque chose dont le panel entend des recommandations. Ces recommandations vont être publiées un peu plus tard cette année. Ils vont aller au ministre, comme le processus a expliqué. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous parlons de revendiquer le droit au logement et nous parlons aussi de la loi sur la stratégie nationale. Mais comment revendiquer le droit au logement pour que ça ne soit pas juste quelque chose au papier? Euh, Comme nous avons euh, les droits, c'est pas juste quelque chose écrit, c'est quelque chose applicable, cette loi sur la stratégie nationale. Comme c'est un droit de la personne, le gouvernement a une obligation pour agir là-dessus par le biais de la Cour, par le biais de la loi sur la stratégie nationale, mais il y a plusieurs personnes qui ne savent pas et plusieurs détenteurs du droit, ils se sentent exclus par le processus. Les personnes ne savent pas des comités d'examen que je viens de partager avec vous ou comment s'engager avec ces processus. Donc, dans tout ce processus, ces personnes ne savent pas si leurs contributions vont entraîner des changements ou pas. Donc, premier pas, il faut sensibiliser le public au droit, au droit de logement et aux mécanismes d'accès à la justice. Comment porter plainte à la défenseure fédérale du logement? Et le panel aussi, le comité d'examen doit aussi porter les recommandations au gouvernement. Donc, la raison pour faire ce webinaire aujourd'hui, ça c'est pour vous sensibiliser, pour que vous sachiez que ces droits existent et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces mécanismes. Par exemple, vous pouvez être familiarisé avec ceci. Peut-être vous avez vu le fait que les nouveaux arrivants, ils font face à la discrimination en matière de logement. Ça se passe depuis les années. Parlez avec eux, être à l'écoute à leurs enjeux, documenter ce qui se passe chez eux. Alors, comment nous pouvons aborder la discrimination et aider-les pour avoir l'accès à la justice? Il faut noter, il faut documenter leur situation. Vous pouvez encourager ces personnes de partager leurs expériences vécues. Ça, c'est une partie importante de cette loi. Parce que c'est une loi participative, il faut entendre des personnes qui passent par ceci. Donc, dès qu'il y a des recommandations, et c'est-à-dire le comité d'examen, il trouve, et quand ils ont des différentes recommandations, vous pouvez partager les recommandations avec les détenteurs du droit. Alors, il faut simplifier ceci. Et qu'est-ce que le gouvernement doit faire?
Ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'organisation de la communauté, nous travaillons avec ces personnes, avec les détenteurs de droits, avec les personnes qui ont été expulsées. Alors, voici quelque chose que je voudrais partager avec vous. C'est quelque chose qui est très lié à votre travail. Vous travaillez avec les personnes en situation de handicap, les nouveaux, ou avec les nouveaux arrivants. Vous savez des différents défis auxquels ils sont confrontés, y compris les personnes âgées. Il y a un manque de logement, vous savez, de ceci. Et ça entraîne que les personnes handicapées, par exemple, sont 4 fois plus susceptibles de se trouver sans domicile. Il y avait juste neuf unités qui étaient accessibles dans au sein du logement social. Donc, ça peut être tellement difficile pour une personne handicapée d'avoir un accès au logement qui va les aider. Alors, parfois il n'y a pas une accessibilité aux toilettes, il n'y a pas de rampe, des différentes mécanismes d'accès, une rampe, par exemple, pour entrer à la maison. Et puis, ça ne répond pas aux besoins des personnes. Et pour cela, ils sont forcés d'habiter dans les institutions loin de leurs proches. Ça, c'est à cause du manque de logements accessibles. Alors, voici l'opportunité. Le mois dernier, la défenseur fédérale du logement va regarder la situation du manque de logements accessibles. Et vous pouvez partager vos expériences des personnes handicapées. Euh, Ça, c'est notre opportunité de donner voix à nos préoccupations. Alors, très bientôt, vous allez entendre de nouveaux comités d'examen et vous pouvez partager votre rétroaction, vos commentaires ou vous pouvez faire vos soumissions. Alors maintenant, c'est la dernière partie de ma présentation. Comment pouvez-vous vous impliquer avec l'ouverture de ce comité d'examen? Vous pouvez recueillir des informations sur les problèmes systémiques et les défis liés à l'accessibilité des logements, les choses auxquelles ou les enjeux auxquels les nouveaux arrivants sont confrontés. Entendez de l'expérience vécue. Demandez aux personnes de leur avis des solutions. Là, les solutions doivent venir des personnes affectées. Si c'est possible, identifier comment ça affecte les obligations du Canada, c'est-à-dire la première partie, les engagements du Canada envers les différents pactes et conventions. Alors, vous savez qu'il y a des violations et nous sommes ici pour vous donner de soutien en regardant les violations et quand les comités d'examen ouvrent, vous pouvez faire vos soumissions. Ça, c'est notre occasion pour que cette loi soit bien mise en œuvre. Dernière diapo, ça c'est tout ce que nous avons aujourd'hui, mais nous pouvons prendre vos questions. Et voici nos renseignements. Nous identifions pour nous contacter par le biais de courriel. Vous pouvez recevoir notre infolettre, regarder notre site web. Nous avons plusieurs de ressources et nous allons partager les ressources mentionnées dans la boîte de clavardage dans notre infolettre. Donc, veuillez s'inscrire si vous êtes intéressé. Ça va être une mise à jour concernant la connaissance des comités d'examen TECLA. Je voudrais céder la parole à Tekla. Maintenant, nous avons plusieurs questions. Nous avons les questions dans
section des questions et réponses. Ambelika, à vous. Inaudible pour l'interprète, pardon. Pour les personnes malvoyantes, il y a une évaluation du webinaire, un sondage de 10 questions qui a été affiché sur l'écran. Est-ce que vous pouvez voir le sondage? Oui, je vois le sondage. Est-ce qu'il doit répondre à la question de la boîte de clavardage? Ambelika, je vois qu'il y a une question. Est-ce que je peux dire la question? Donc, il y a une excellente question ici. Est-ce un refuge peut-il expulser un client vulnérable qui ne peut pas payer son loyer et qui a passé un certain temps au refuge? Donc, moi, j'ai une bonne réponse pour vous. Nous venons de faire un projet qui a été publié l'année dernière. Ce sont les normes pour les refuges. C'est aligné avec une approche fondée sur le genre. Nous avons travaillé avec les détenteurs de droits, les personnes qui dirigent les refuges. Puis, on a demandé quelles sont les normes de la personne que nous pouvons identifier pour tous les refuges. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou quand est-ce que vous pouvez expulser quelqu'un d'un refuge, sachant à quel point la crise du logement existe? Alors, concernant la loi internationale, euh, pardon, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous ne pouvez pas expulser ou quelqu'un ne peut pas être expulsé. Je vais afficher les matériels pour les personnes. Ça, c'est concernant. Ce document est disponible en français aussi, alors je vais m'assurer que la version en français soit affichée aussi. J'espère que ça répond à votre question. Ce n'est pas une question de oui ou non. Ça dépend de refuge, mais l'idée, ça, c'est concernant la loi universelle pardon, la loi universelle de droits de la personne. L'expulsion ne doit pas être effectuée. Ambelika, est-ce que vous avez quelque chose à répondre? Non, 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 vous avez bien couvert. Je peux voir, je ne peux pas voir les autres questions. Oui, il y a d'autres questions, Ambelika. Vous pouvez choisir la boîte des questions-réponses et je peux vous lire. Y a-t-il des possibilités pour le secteur philanthropique de soutenir le droit au logement par le biais des subventions d'investissement ou d'autres mécanismes? C'était Caroline Lavoie qui a demandé, qui a posé cette question. Je peux répondre à ceci. Alors, Ambelika, euh, vous, Ambelika, je vous vois pas. Je vous vois pas, mais quand même, je voudrais répondre. Bon, je suis là. OK, OK. Ouh, vous êtes là. Ouh, Zoom, c'est le fun, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, y a-t-il des possibilités pour le secteur philanthropique de s'impliquer? Ben oui, le droit au logement, le secteur de financement au logement n'était pas bien financé, donc ça va être facile de convaincre le secteur philanthropique de s'impliquer parce que c'est tellement pertinent. Il n'y a pas beaucoup de financement pour aborder les violations systémiques du droit
au logement. Il n'y a pas beaucoup de financement pour travailler avec les clients, avec les détenteurs, pour amener de l'avant les différents problèmes systémiques et pour trouver des solutions. Donc, il y a un rôle majeur que le secteur philanthropique peut jouer. Euh, Ça serait avec plaisir, Caroline, que nous pouvons parler un peu plus là-dessus. Et aussi, c'est un nouveau secteur. Alors, le besoin augmente chaque jour. Donc, nous pouvons profiter des solutions innovatrices là-dessus. Et comme ça, le secteur peut fonctionner de la bonne façon en prenant en compte les besoins réels des personnes. Je vois, Ambelika, que nous avons quelques autres questions. Juste pour prendre ceci, je vois une question suivie. Alors, un refuge peut-il refuser une personne si sa situation de statut d'immigration au Canada n'est pas claire? Donc, si par exemple ici, c'est quelqu'un qui visite le Canada. Alors, bonne question. Il faut regarder le code de droit de la personne de la province ou territoire pour bien déterminer comment ce qui se passe là-dessus. Ambelika, est-ce que vous avez des réflexions que vous pouvez partager? Personne ne doit être itinérants. Et l'accès aux refuges ne doit pas être nié, mais les refuges sont gérés dans les différentes provinces. Il y a les lignes directrices provinciales, mais il y a beaucoup de défense qui se passe surtout à Toronto. Vous allez savoir, il y a 2 étés, il y avait un grand enjeu. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait des réfugiés qui étaient refusés dans les refuges. Donc, il y avait beaucoup de défense de la communauté pour trouver les logements pour ces personnes. Il y avait des autres options, mais à la fois, c'était la ville qui s'est impliquée, mais finalement, euh, la ville a dû travailler avec les refuges. Alors, il y a la possibilité de défense, mais au niveau international, personne ne doit entrer dans une situation de itinérance et il faut trouver une autre solution, mais ça dépend des lignes directrices provinciales. Alors, c'est important, Ambelika, aussi pour les personnes. Je voudrais vous dire, comme il y a les mécanismes au niveau fédéral, il y a aussi un mécanisme au niveau de la ville de Toronto pour réclamer le droit au logement. Il y a une défenseur du logement à Toronto, Ambelika. Vous savez de ça, mais ils ont fait un examen concernant les réfugiés et leur accès au logement. Nous pouvons afficher le lien ou si vous désirez suivre notre infolettre, le lien se trouve là. Dans la prochaine infolettre, nous pouvons inclure cette ressource. Je vois aussi en Bellica une note. Il y a une autre question. Alors, comment les barrières linguistiques et la discrimination linguistique, en particulier pour les communautés de la langue officielle en situation minoritaire comme les francophones hors du Québec, sont-elles prises en compte lors de l'évaluation des problèmes systémiques de logement? Oh, c'est une bonne question. Maintenant, je peux voir les questions. Je ne pouvais pas les voir avant. Alors, donc, les barrières linguistiques, ça, c'est un des enjeux. Et puis, quand on travaille sur les normes, nous avons trouvé ceci dans notre recherche, parce que souvent, les personnes qui ne parlent même pas l'anglais
ou le français, nous avons vu, surtout pour les femmes. Alors, les barrières linguistiques ont ajouté une autre couche d'obstacles concernant l'accès au refuge. C'est un point essentiel qui a été soulevé surtout pour les personnes qui ne sont pas anglophones ou francophones. Vous ne pouvez pas nier à c'est-à-dire, en tant qu'une personne qui travaille sur les enjeux de droits de la personne, il faut prendre en compte les langues. Donc, il y a les interprétations des différents mécanismes. Quand nous avons développé les normes des refuges, nous avons parlé que les différentes langues doivent être soutenues. Euh, et puis, il faut offrir ceci aux personnes qui ont accès au refuge. Y a-t-il une règle en dehors du Québec? Par exemple, Michel, est-ce que vous pouvez ajouter vos réflexions là-dessus? J'ai rien à ajouter à votre réponse, mais je voudrais soutenir ce point. Alors, les barrières linguistiques et la discrimination, ça, c'est une violation systémique, surtout pour les francophones en dehors du Québec qui vont soumettre leurs demandes pour de location. Et puis, le formulaire n'est pas disponible dans les deux langues. Ça peut être quelque chose qui peut être porté à la Défenseure fédérale du logement. C'est une excellente question, en fait. Je vois une autre question. Pardon, inaudible. Ah, oui, j'ai entendu que Ambelica a parlé des personnes institutionnalisées et séparées de leur communauté. Nous entendons beaucoup parler de l'accessibilité au logement, mais beaucoup moins de logement inclusif. Pouvez-vous nous parler du droit au logement inclusif et de la façon dont nous pouvons l'intégrer dans nos soumissions au comité d'examen ou défenseur fédéral? Donc, il y a un dossier, un cas en Nouvelle-Écosse, si je ne me trompe, mais euh, c'était une affaire de 2020. C'était concernant une décision du tribunal de droit de la personne en Nouvelle-Écosse d'une personne qui a été institutionnalisée parce qu'il n'y avait pas un logement disponible qui pouvait répondre aux besoins de cette personne. Il n'y avait pas de logement accessible et pour cela, la personne a porté plainte et puis la personne a dû vivre dans une institution pendant les années. C'était un cas qui a duré pendant longtemps et finalement, la commission a octroyé une compensation et la province a reçu l'ordonnance de créer les systèmes pour que les personnes en situation de handicap euh, pour qu'ils puissent avoir le logement et ça doit être surveillé de temps en temps. Et puis la Provence d'avoir suffisamment de ressources et il faut avoir les maisons ou le logement accessible. Donc, si vous êtes intéressé, euh, nous pouvons afficher quelques liens. Donc, c'était une décision positive. Ça a pris des années, mais c'était un cas de la coalition des personnes en situation de handicap avec, ils ont examiné ce qui s'est passé avec les personnes institutionnalisées. Donc, vous pouvez regarder ceci et utiliser ceci pour les soumissions que vous désirez faire
soumettre à la défenseur fédérale du logement. Je voudrais juste ajouter quelque chose concernant ce dossier. Une des choses tellement belles que nous avons vu l'exemple d'une solution en droit de la personne. Donc, il il y avait du litige qui se passe et puis la Cour a dû, dans cette question du contentieux, ils ont dû répondre pour que la personne reçoive les, les bénéfices adéquats. Et le gouvernement a été ordonné de travailler sur le logement accessible. Donc, je vois d'autres questions de la boîte de clavardage. J'aimerais vous parler là-dessus. Mais nous sommes à la fin de notre temps ici. Il y a une personne qui a la main levée. Allez-y, madame. Azim. Donc, merci pour me donner cette occasion. Je viens d'entendre une question et une réponse concernant le soutien aux francophones qui est donné au sein de la communauté. En tant que travailleur social, je peux vous donner quelques détails là-dessus. Si vous parlez des refuges même, ils ont fait un bon travail là-dessus et maintenant, il y a du soutien pour les francophones. Donc aussi, il y a d'autres institutions qui donnent une aide. Alors, avec le logement, ça c'est le centre d'aide d'héritage. C'est, ça représente les personnes âgées qui cherchent un logement et il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets. Alors, nous avons pris un pas de l'avant là-dessus. Alors, nous avons tellement de questions de la boîte de clavardage. Je voudrais demander aux personnes qui posent des questions de nous contacter avec les questions. Vous pouvez rester, nous pouvons répondre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Ce que je peux suggérer, ce sont des excellentes questions. Je vais suggérer ceci. Je sais que les interprètes doivent prendre une pause. Je voudrais suggérer que Ambelika et moi, nous pouvons afficher nos courriels de la boîte de clavardage. Nous allons vous fournir des ressources. Si vous désirez nous contacter par courriel, après, ça serait la meilleure manière. Mais je voudrais prendre un moment et dire une chose. Si vous désirez prendre une action immédiate au droit au logement, nous avons une campagne en cours. Je voudrais juste souligner ceci. Ambelika a parlé de la financialisation du logement, mais nous travaillons sur une campagne avec à peu près 20 organisations et individus concernant la financialisation et nous exigeons au Premier ministre Carney de protéger les locataires et la personne et pour aider les personnes itinérantes. Donc, j'ai déjà affiché la campagne pour lutter contre la financialisation du logement. Alors, j'encourage les personnes à envoyer une lettre et comme Ambelika et moi, nous avons noté, nous avons notre infolettre. Je vous encourage de s'inscrire. Nous allons distribuer le lien que Ocasi va afficher. Et peut-être Ambelika
Nous pouvons inclure les différents liens aux ressources, par exemple les normes de refuge. Nous avons un webinaire sur le cas de la Nouvelle-Écosse. Nous pouvons inclure une liste des différentes ressources. Si vous désirez s'inscrire pour notre infolettre, juste un suivi. Si vous avez des questions, si vous pouvez contacter soit Tekla, soit Sylvana et nous allons renvoyer ceci à Michel, à Ambelica. Alors, nous allons clore la session aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci, Michel. Ambelica et aux interprètes. Merci beaucoup. Merci et bonne journée.